Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bonsoir Vanik. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Et merci d'être présents pour cette première grande soirée de l'agriculture en Saône-et-Loire, la première remise des 11 trophées de l'agriculture. Nous allons ce soir, Vanik, récompenser les pépites, les richesses qui font notre terroir, notre territoire. On va parler de viticulture, on va parler d'élevage, on va parler de tout ce qui tout ce qui fait la Saône-et-Loire, les hommes, les femmes. Mais avant, on va prendre un petit peu de hauteur, on va réfléchir, on va parler, penser un peu ensemble. Et nous avons ce soir, Vanik, une invitée exceptionnelle. Effectivement, nous avons une invitée spéciale avant de remettre ces trophées. Nous allons accueillir Sylvie Brunel, qui est géographe, écrivain et professeure à l'Université de la Sorbonne. On peut l'applaudir pendant qu'elle monte sur scène. Elle a notamment publié le plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde. Donc voilà, on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Et elle va nous en dire plus. Donc. Bonsoir Sylvie Brunel, on va parler 15-20 minutes avec vous. Si le temps nous le permet, vous pourrez poser toutes vos questions dans la salle. Je suis sûr que vous pourrez répondre. Mais on va parler avec vous de notre agriculture. Et je crois que vous avez un message qui est assez positif, en tout cas qu'on a envie d'entendre en ce moment. C'est que finalement notre agriculture française, c'est une très grande agriculture. Oui, bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureuse d'être ici ce soir pour les trophées de l'agriculture de Saône-et-Loire parce que depuis des années, depuis très longtemps, je me bats dans les médias pour défendre l'excellence de l'agriculture française. On a oublié à quel point cette agriculture a relevé tous les défis. La France a eu faim, la France a été dépendante. Aujourd'hui, l'agriculture française, sur 5% seulement du territoire cultivable dans le monde, elle est la première exportatrice mondiale de semences, la première exportatrice mondiale de pommes de terre. 3 hectares de blé et de maïs sur 5 nourrissent à nos frontières des pays où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. 4 litres de lait sur 10 nourrissent le monde. Vous savez que quand on est pauvre, on n'a pas de protéines animales. Quand on s'enrichit, on veut du beurre, du lait, du fromage, on veut de la viande. Eh bien, la France, non seulement elle a cette agriculture d'excellence, mais elle a aussi des produits de qualité qui font que notre gastronomie a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Cette agriculture, elle façonne les paysages, 58% du territoire français. Elle est le 2e employeur de France. Grâce à elle, nous avons un excédent de la balance commerciale qui, sinon, est en déficit. Chaque semaine, nous exportons l'équivalent de 2 Airbus A320 par semaine. Et cela, c'est grâce à vous. Et on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de combien notre agriculture est fabuleuse. Alors, oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, on a beau avoir une grande agriculture, elle souffre quand même. Oui, et c'est ça qui est horripilant. C'est que, alors que ces agriculteurs, finalement, ils ont trop bien travaillé. S'ils avaient mal travaillé, les gens souffriraient de la faim et ils se demanderaient comment se nourrir. Aujourd'hui, ils se demandent comment ne pas se nourrir. Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger? Et c'est exaspérant quand on ouvre les médias, quand on écoute la radio, la télé, d'entendre trop souvent les agriculteurs traités de pollueurs alors qu'ils mènent une agriculture exemplaire, une agriculture de précision, traités d'empoisonneurs alors que c'est en France qu'on vit le plus longtemps au monde. Nos produits sont considérés comme les plus sûrs de tous. On les accuse de tuer les oiseaux, les abeilles, les animaux. C'est absolument scandaleux. Et c'est pour ça qu'il faut s'élever. C'est pour ça qu'il faut des initiatives comme celle de ce soir pour décerner des trophées de l'excellence agricole dans toute sa diversité. Qu'est-ce que ça veut dire justement une agriculture d'excellence ? L'agriculture d'excellence, c'est celle, par exemple, que nous allons récompenser ce soir. La Saône-et-Loire, c'est le 2e département français en termes de superficie agricole utile. Donc c'est un département qui compte. On l'appelle la Petite France. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les productions. Et c'est pas parce qu'elle est leader dans les chrysanthèmes et dans le sapin de Douglas qu'il faut l'enterrer. Parce qu'elle fait le record français d'AOP. Nulle part en France, on a autant de produits d'excellence. Alors, évidemment, on peut en citer quelques-uns, vous les connaissez. C'est le berceau de la race charolais, qui est du bœuf charolais, qui est exporté dans 85 pays dans le monde. Mais c'est aussi
le grand pays de l'agneau charolais. C'est, bien sûr, vous avez vu, j'ai un clip. Je voulais vous demander, alors on le voit peut-être pas, je ne sais pas si les caméras peuvent zoomer dessus, c'est peut-être pas I love maïs. Il y a marqué, voilà, I love maïs. Qu'est-ce que ça veut dire, I love maïs? C'est du militantisme, là. C'est du militantisme. Vous savez, le maïs, ça fait partie de ces plantes qui sont décriées en France. Vous savez bien qu'ici, sans maïs, on aurait tellement moins de produits de qualité, notamment dans la gastronomie. Et comme j'ai fait mes études à Lyon, on parlait des ventres jaunes. Je me disais, qu'est-ce que c'est que les ventres jaunes? Avancez-vous un peu, comme ça on verra le... Voilà. En plus, on vous sera en pleine lumière et on verra on verra mieux et on verra mieux le badge. Du coup, j'ai plus mes notes, c'est pas grave. Alors, les ventres jaunes, vous connaissez ça par cœur. Vous avez découvert le terme? J'ai quand même besoin de mes notes. Oui, vous savez, les ventres jaunes, on pensait au départ que c'était parce que les habitants de la Bresse étaient tellement misérables qu'ils se nourrissaient de maïs et qu'ils avaient un ventre jaune, un estomac jaune. Vous connaissez la légende. Et en réalité, c'est parce que leurs volailles de Bresse nourries au maïs et au lait sont tellement fabuleuses, tellement appréciées, la seule AOP en volaille de France, qu'ils ont leurs pièces d'or cachées sur leur estomac. C'est la grande légende des ventres jaunes. Alors moi, j'ai découvert ça quand j'ai écrit ma géographie amoureuse du maïs. Mais ce qui m'épate, c'est que vous avez 41 tables labellisées, mais aussi des tables de pays. C'est-à-dire qu'on peut à la fois aller d'un grand restaurant, mais on peut aussi aller à la ferme. Je veux que Bienvenue à la ferme était présente d'ailleurs dans cette soirée. On a à la fois de l'accueil paysan, des circuits courts, du bio. Et on a en même temps une plateforme d'exportation à Chalon-sur-Saône qui nourrit, grâce à cette connexion qu'elle a avec le port de Fos-sur-Mer, qui nourrit le Maghreb qui est extraordinairement dépendant, Maghreb et Proche-Orient, où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Ici, nous avons 130 entreprises et coopératives agroalimentaires qui produisent le meilleur, non seulement pour la Saône-et-Loire, mais pour la Bourgogne, pour la France et pour le monde. Merci. Et quelque part, les agriculteurs qui sont dans la salle, c'est un peu vous que vous applaudissez ce soir. Ouais. Sylvie Brunel, j'ai envie de vous poser une petite question liée à l'actualité. En ce moment, on parle, en marge de ce mouvement des Gilets jaunes, on entend souvent revenir un terme qui est celui de France périphérique. Il y aurait une France des villes et une France des campagnes ou une France semi-urbaine. Est-ce que vous faites partie de ces intellectuels qui pensaient que le terme de France périphérique est une réalité? Est-ce qu'il y a vraiment deux France aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a aujourd'hui une scission en France entre les métropoles, où les gens vivent dans un hors-sol d'une certaine façon, et ce que moi je considère comme la France réelle, c'est-à-dire la France des territoires, la France des pays, où si les territoires restent vivants, c'est parce qu'il y a des fermes, il y a des exploitations agricoles. Ce sont ces agriculteurs qui pilotent le climat, qui s'occupent de l'entretien des chemins, des cours d'eau, qui nous font ces merveilleuses haies qui sont maintenant, attention, maintenant c'est le jargon, ce sont des infrastructures agroécologiques. Attention messieurs, dames. Et ils sont présents et en même temps c'est une majorité silencieuse, on ne les entend pas. Simplement, quand il gèle, quand les gens sont dans le fossé et qu'ils arrivent, on a vraiment besoin d'eux. Et là, on se dit, ah oui, nos agriculteurs sont là. Mais je pense que des soirées comme celle-ci sont importantes pour favoriser la rencontre, pour qu'on sache la diversité de ces agricultures dans tous leurs modèles, toute leur façon de créer de la valeur. En géographie, on dit, les ressources ne sont pas, elles deviennent, vous créez de la richesse à partir d'une terre qui, sans vous, ne serait que fermeture, friche, embroussaillement. Merci beaucoup d'exister. Et on va à présent proposer à ceux qui sont dans la salle de poser des questions à Sylvie Brunel, si vous êtes d'accord. Toujours oui, d'accord. Ça pose pas de problème. Toujours vous pouvez... Yavanik, voilà, qui moi je suis là, équipé, il suffit de lever la main et je micro. viens à vous. Voilà. En tout cas, le micro vient à vous. Hein. Vous lui faites un petit signe. Voilà. Juste en attendant, Sylvie Brunel, que la première question trouve le micro, je crois, juste là, Vanik. Tout à fait. Alors moi j'avais juste un petit truc à dire, c'est que je viens de me souvenir, en voyant Christian Vanier, que j'ai connu en d'autres lieux, que le Saône-et-Loire, c'est aussi le berceau du cheval qu'on appelle autre que pur sang. Ça a été mon premier cheval, et Christian Vanier a dirigé, avant de s'occuper des bons vins de la région, il a dirigé l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc vous voyez, nous avons plein de connexions. Donc vu tous vos liens avec la Saône-et-Loire, vu votre amour de tous les produits de la Saône-et-Loire, il va falloir acheter une maison ici. Si quelqu'un veut m'épouser. Voilà. Ah, non. On verra tout à l'heure. Hein, d'accord. Vanik, première question, le micro est arrivé. Oui, alors si vous avez la gentillesse de vous lever, comme ça on vous verra mieux. Et on vous laisse poser votre question à Sylvie Brunel. Bonjour, Jean-Philippe Bonnefoy, je suis éleveur de chèvres, donc je fais du fromage.
Je suis très content d'écouter votre discours. Et moi, ma question, c'est comment on va faire pour recréer un lien justement entre le milieu rural et toutes ces grandes métropoles où on sent qu'il y a une cassure et on arrivera, à mon avis, à s'en sortir le jour où on arrivera à rétablir un dialogue avec toutes ces populations-là, qui consomment, bien sûr. C'est une question essentielle et en plus, vous incarnez une autre excellence de la Saône-et-Loire puisque c'est le premier département de production de fromage de chèvre fermier de France. On ne s'était pas préparés, hein, tous les deux. Avec les AOP, Mâconnais et Charolais. Donc bravo à vous pour ce que vous faites, parce que vous y contribuez. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les 5 R, c'est-à-dire le respect de l'agriculture française. Au lieu de la conspuer, voyons qu'elle a réussi à nous nourrir, que nous sommes aujourd'hui gavés, parce que justement, elle a relevé le défi. La reconnaissance de tout ce que les agriculteurs mettent en œuvre depuis 30 ans pour faire cette agriculture de précision que les citadins appellent de leur vœu, pour innover, pour trouver des solutions, pour essayer de limiter au maximum l'usage des intrants, mais tout en gardant la qualité de la production. Donc respect, reconnaissance, mais tout ça, il faut une rémunération, il faut des revenus. Et ça, vous le savez, c'est le principal problème aujourd'hui pour un agriculteur. Comment on maintient sa valeur ? Comment son exploitation, on arrive à la faire vivre? Vous vous posez tous la question, les modèles sont différents, vous soyez en bio ou en traditionnel, eh bien c'est la même question que vous vous posez. Et donc il faut vraiment une rencontre entre ces urbains et ces néo-ruraux qui souvent ne comprennent plus le travail agricole, ne connaissent pas le travail agricole, se font des illusions, ne savent pas ce que vous mettez en œuvre. Je crois beaucoup à cette nécessaire rencontre qui permettra souvent de dissiper des malentendus parce que ceux qui accusent les agriculteurs souvent ont peur, ils ne savent pas que vous êtes les artisans de la biodiversité nourricière, ils ne savent pas que vous pilotez le climat, que vous captez le carbone. Et vous allez me dire, vous avez oublié un R. Bah oui, je suis à la tribune, j'ai oublié le dernier R, c'est toujours comme ça. Le 5e ? Bah oui, respect, reconnaissance, rémunération, rencontre, ça y est, je l'ai, responsabilité. Vous vous sentez responsable de nourrir vos concitoyens en toute sécurité. La France, c'est un des pays où on vit le plus longtemps au monde. Grâce à quoi? Grâce à ce que vous mettez en œuvre. Hippocrate disait que l'alimentation soit ta première médecine. Eh bien, aujourd'hui, la société est responsable vis-à-vis de vous. Elle ne doit plus vous maltraiter. La France sans agriculture n'est plus la France. On peut résumer ça en disant, sans agriculteurs, tu meurs. Les guerres de demain seront des guerres alimentaires et il est très important de garder en France des campagnes, une agriculture vivante, parce que c'est notre indépendance, notre souveraineté et la qualité de notre alimentation. On va voir si à présent on a une... On peut applaudir Sylvie Brunel. Peut-être une autre question, non? Personne dans la salle? Est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde, je ne vois que la robe à fleurs de Vanille qui est vraiment dans le thème. J'essaye d'être dans le thème, voilà. Non, personne. Ah, une main qui se lève tout au fond, non? Ouais. Oui. Alors, tout je vais essayer de voler jusque là-bas. Alors, mais... le temps que Vanille se téléporte de l'autre côté, vous parlez de cette France rurale ou néo-rurale. Est-ce que les néo-ruraux aujourd'hui... ils ne sont pas également entre deux feux? Il y a d'un côté les urbains, très intégrés, ceux qu'on décrit parfois comme ceux qui sont inscrits dans la mondialisation. Il y a les ruraux qui sont sur leur terre, qui savent ce qu'ils font. Et les néo-ruraux, ils ne sont pas un peu perdus dans tout ça? C'est difficile pour les néo-ruraux parce que souvent ils sont allés à la campagne parce qu'ils trouvaient la campagne belle. Ils sont allés s'installer dans des paysages qui étaient sculptés par les agriculteurs. Et puis en même temps, ils ont un peu de mal parfois à accepter la réalité du travail agricole, donc ça pose des petits problèmes de friction. Et ils se prennent de plein fouet en ce moment l'approfondissement de la fiscalité, la façon, on voit bien ce mouvement des gilets jaunes qui correspond à un profond malaise de la France. Mais ce malaise, il vous correspond aussi parce que vous souffrez aussi dans cette France parfois dont on a l'impression qu'elle est oubliée. Bien sûr qu'il faut agir pour le climat, on est bien d'accord, mais quand on a un champ, une prairie, un champ de maïs, une forêt bien gérée, on agit merveilleusement pour le climat. N'hésitez pas à le rappeler en permanence. Vous êtes devenus, pardon pour le terme, des managers de la photosynthèse. Le terme est assez joli, moi je ne dirais pas pardon. On a une question Vannick par ici. Je vous laisse vous lever qu'on vous voit un petit peu et poser votre question. On vous voit quand même pas parce qu'on a tous les projecteurs dans les yeux, mais on vous devine. Alors je suis désolée, je vais vous poser une question
qui me pose des problèmes avec l'agriculture. En fait, vous parlez de respect. Et je m'aperçois quand même que dans l'agriculture, on enlève tous les buissons, les arbres, on draine. Et là, on dit un respect de la nature et je ne vois pas la relation. Voilà. Alors, je comprends votre inquiétude, mais vous savez, c'est surtout dans les années 60-70 que pour permettre de créer, comment dire, la mécanisation et la motorisation de l'agriculture, on a beaucoup arraché de haies parce que sinon les machines ne pouvaient pas tourner par rapport aux chevaux, par rapport... non, on était obligé comment dire, de remembrer, de rationaliser l'espace agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs sont de grands replanteurs d'arbres, de grands replanteurs de haies. Ça leur coûte cher d'ailleurs. Ils doivent consacrer au moins 5% de leur parcellaire à des zones enherbées. Ils doivent préserver les cours d'eau. Ils ont une véritable mission écologique et environnementale. Et je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. On considère aujourd'hui que les agriculteurs s'inscrivent dans les services d'intérêt écologique et environnementaux de la France, c'est-à-dire que pour pouvoir préserver les habitats des oiseaux, des insectes pollinisateurs, de toutes les animaux qui sont protégés au nom de la loi biodiversité, eh bien, on a besoin de travailler avec eux. Et tout à l'heure, je parlais du maïs. Eh bien, dans les champs de maïs, qui poussent très vite et qui forment un écran végétal, vous le savez, extrêmement opaque, compact, vous avez un nombre incalculable d'animaux, que ce soit des insectes, des rongeurs et hélas des sangliers qui nous arrangent pas trop, comme vous le savez. Et quand le maïs est récolté, eh bien, on voit dans beaucoup de régions de France les grues cendrées revenir parce qu'elles profitent de tout ce qu'elles trouvent dans un champ de maïs. C'est ce que j'applique là pour le maïs. On peut le dire pour les vergers. On peut le dire pour, évidemment, la forêt. La moitié de ce département est gérée en forêt. On peut le dire pour, évidemment, les prairies bocagères. Nous sommes ici dans un grand pays de bocage. 40% de la Saône-et-Loire est occupée par le bocage. C'est vraiment une région, je crois, où la nature est aimée et respectée. Et j'espère que ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que c'est, et je le respecte tout à fait, mais on a besoin de ces agriculteurs aussi pour curer les fossés, pour entretenir aussi les cours d'eau, les plans d'eau, parce que ces plans d'eau, ils vont devenir de plus en plus nécessaires. Vous avez vu que cet été, on a eu une sécheresse absolument épouvantable. Il faut penser demain la gestion de l'irrigation. Et l'irrigation, c'est garder l'eau quand elle tombe en fracas du ciel, pendant l'hiver, par exemple, au printemps ou à l'automne, pour pouvoir en avoir l'été. Et quand il y a un plan d'eau l'été, non seulement les récoltes sont belles, mais les oiseaux, les batraciens, les insectes et les humains, qui adorent les plans d'eau, peuvent en profiter. Nous avons besoin de nos agriculteurs pour gérer intelligemment et durablement la ressource en eau et les paysages. Alors, on me dit qu'il nous reste à peu près 3 minutes pour prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un... Une question sympa, s'il vous plaît. Une question sympa. Non, personne. Vous êtes vraiment pas sympa ce soir, alors. Bon, alors, s'il n'y a pas de question sympa, moi j'en ai une, je ne sais pas si elle est sympa, mais non, je redoute. vous parliez tout à l'heure des médias nationaux, Oui. de la représentation de l'agriculture. Est-ce que vous avez l'impression, nous au Journal de Saône-et-Loire, on est au contact, on est des ruraux nous-mêmes au Journal de Saône-et-Loire, mais quand on représente l'agriculture sur TF1, sur M6, je veux jeter la pierre à personne, mais est-ce qu'on la représente bien, cette agriculture? Est-ce qu'on la caricature? Est-ce qu'on la réduit à quelque chose? Ou au contraire, est-ce qu'on est assez honnête quand on en parle? Moi, je souffre beaucoup, comme d'ailleurs, je pense, beaucoup d'agriculteurs dans la salle. Moi qui ai travaillé 5 ans à Action contre la faim, 12 ans à Action contre la faim, 5 ans à Médecins sans frontières, je ne comprends pas comment nos médias peuvent se déchaîner contre les agriculteurs sans souvent être rentrés dans une exploitation agricole, comment ils peuvent préconiser des modèles à très forte intensité de main-d'œuvre où on les renvoie à la pénibilité, comment ils peuvent dire que finalement il faudrait produire que sur de toutes petites surfaces. Je comprends très bien que sur de toutes petites surfaces c'est nécessaire de produire sous signe de qualité, de produire avec des prix élevés, mais je trouve que ce qui est en train de se passer est très dangereux. On a le sentiment qu'on court le risque aujourd'hui de désagriculturaliser la France, comme on l'a
désindustrialisé hier, qu'il y a péril en la demeure, que les agriculteurs sont souvent un peu KO, un peu découragés, et c'est important de leur dire « soyez fiers ». Relevez la tête, ce que vous faites est bien, vos produits sont bons, expliquez sans relâche tout ce que vous mettez en œuvre, et c'est d'ailleurs le but de ces trophées ce soir, bien sûr. pour que nous ayons une agriculture, mais à travers l'agriculture c'est une alimentation, des services, des produits biosourcés, de la chimie verte, tout un ensemble de services que rend l'agriculture qui vont permettre à la France d'aborder sereinement ce qu'on appelle la fameuse transition agroécologique. Alors vous allez être heureuse, Sylvie, tout à l'heure, parce que le buffet qui suivra les trophées juste après sera composé de produits de Saône-et-Loire. Vous allez pouvoir vous régaler. Je ne sais pas si quelqu'un va vous demander de vous épouser, mais en tout cas, vous allez pouvoir tester les produits locaux. Ça risque d'être assez sympa. Moi, je voulais savoir, vous faites un peu le tour de France pour dire ce genre de choses. Est-ce que vous avez le sentiment que, même localement, parce que là on a parlé de l'échelle plus nationale, localement on arrive, c'est ce qu'on essaye de faire au Journal de Saône-et-Loire, on espère le faire bien, mais est-ce qu'on arrive à valoriser l'agriculteur qui est à 300 mètres de chez nous, l'éleveur qui est à 2 km de chez nous, ou même localement, eh bien, on ne les voit pas assez, nos éleveurs, nos agriculteurs, nos viticulteurs, etc. Ce qui est marquant, c'est qu'on apprécie le monde qu'il nous crée, on apprécie de se promener, la peinture des champs de tournesol, la peinture du colza, la peinture des vergers, la peinture des vaches dans les champs, de ces magnifiques charolaises, de ces montbéliardes aussi, qui nous donnent ce lait. On apprécie tout ce qu'ils mettent en œuvre, mais on a souvent le sentiment qu'on les soupçonne, on les soupçonne de mal agir. Alors, ce ne sont ni des bouseux, ni des ignorants. Ils ont un savoir accumulé dont nous ne sommes même pas, nous pouvons même pas imaginer tout ce que l'agriculteur sait aujourd'hui de la nature et du fonctionnement des plantes et des animaux pour nous donner le meilleur. Et quand nous le jugeons négativement, je pense qu'il faut vraiment aller le voir, parler avec lui, s'expliquer, parce que finalement, on se rend compte que dès qu'on connaît son voisin, on l'apprécie. Et il y a des chartes de bon voisinage, il y a des codes de bonne conduite, il y a des contrats de solution pour justement favoriser la meilleure cohabitation possible. La France ne pourra pas exister sans sa ruralité. Deuxième employeur de France. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce discours qui fait du bien, qu'on n'entend pas tous les jours. Je vais le garder, merci. Je vous laisse merci, on peut vous réinstaller oui. dans la salle. Merci pour ces moments d'échange. Merci pour vos questions dans la salle.